Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Dernière journée de la semaine, Côte-Nord Attitude de ce jeudi 14 décembre. Oh, ça commence à sentir Noël. Jean Saint-Pierre, bonjour. Oh, bonjour Tommy Auger. Bonjour Jean Saint-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Hey, grosse émission aujourd'hui, là. Oui, des sujets intéressants, variés, des invités intéressants, variés. On va s'entretenir d'abord avec Pascal Bernatchez, un vrai spécialiste pour parler de l'érosion des berges, là. Il est le titulaire de la chaire de recherche en géosciences côtières à l'Université du Québec à Rimouski. Et cette chaire-là vient de recevoir de l'aide supplémentaire du gouvernement du Québec pour étudier les bonnes solutions pour contrer l'érosion des berges. On va le faire dans 7 endroits, dont un à Sept-Îles. L'ensablement à Sept-Îles sera évalué. Un vrai spécialiste en matière d'érosion des berges. C'est quelle date l'an dernier? Le 30 décembre qu'on y a goûté. Pascal Bernatchez sera avec nous en ouverture de Côte-Nord Attitude à 12h15. On va aussi parler du bilan de 2017 qui est positif pour la table bioalimentaire de la Côte-Nord. Le bioalimentaire, c'est quand même gros, là. C'est toute notre crabe des neiges, l'industrie de la pêche, donc l'agriculture, ça existe. Les petits fruits aussi. Il y a quand même un regroupement de 177 entreprises du domaine bioalimentaire qui poursuit toute une série d'activités, là. On va en parler avec le président, il s'appelle Martial Ovington, de même qu'avec le coordonnateur Marc Normand de la table bioalimentaire. Tu nous as invité une personne, une enseignante, finalement, pour nous parler d'éducation sexuelle ce midi. Ben, parce qu'on a la presse canadienne a appris là aujourd'hui que le fameux cours de santé sexuelle, d'éducation sexuelle, allait être implanté de la première année du primaire à la 5e année du secondaire, cours obligatoire à partir de l'an prochain. Mais lancer ça comme ça a un impact autant sur les cours. Qui va dispenser ces cours-là? Est-ce que ça sera une tâche supplémentaire pour les professeurs déjà en place? Il faut que le programme soit bien instauré. Les syndicats s'inquiètent beaucoup de la manière que ça sera fait. Eux réclament ce cours-là depuis un bon bout, mais il faut que ça soit fait comme il faut. Donc, on a invité en studio pour nous en parler la vice-présidente du syndicat de l'enseignement de la commission scolaire du Fer, Madame Monica Chiasson. Et qu'en pensent les parents? Moi, j'ai toujours pensé que l'éducation sexuelle, c'était la responsabilité des parents dans notre société, mais voilà, elle évolue, la société québécoise. Ouais. Ça s'est organisé dans la dernière heure, Tommy. On va parler au ministre ce midi. On devait y parler demain matin, on l'avait d'ailleurs annoncé. Mais là, son vol a été annulé. Il devait être à Bécomo sur l'heure du midi. Vous jasez avec les maires de la MRC de Manicouagan. Il devait venir faire son petit tour sur l'heure du souper à Sept-Îles et venir nous voir demain matin à 7h15. Ben là, c'est pas ça qui va se passer. Il sera avec nous en direct par téléphone à 12h50 à Côte-Nord Attitude. On reçoit le ministre responsable de la Côte-Nord, M. Pierre Arcan. On va lui parler de plusieurs dossiers politiques. En début de semaine, on avait les critiques ou le bilan là, de la dernière session parlementaire de notre député de Duplessis, Lorraine Richard, qui est dans l'opposition. Elle est là pour chialer, diront certains. Ouais. On va rapporter son chiolage au ministre responsable, voir qu'est-ce qu'il aura à répondre. Donc, plusieurs dossiers qu'on aborde avec Pierre Arcan avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Tout ça en direct. On se lance immédiatement avec les actualités locales et régionales. Actualité Pure FM. C'est quand même un total de 244 000 $ qui a été investi en 2017 avec la table bioalimentaire Côte-Nord dans des activités de formation, de promotion et de soutien aux 177 membres. La table organise entre autres les marchés publics de la Côte-Nord, le club gourmand, les Nord Goûteurs et un forum bioalimentaire. Le regroupement poursuit divers objectifs dont le développement de l'industrie, la compétitivité des entreprises de la région, la mise en marché des produits régionaux et la sauvegarde de l'écosystème. Le bilan des activités 2017 de la table bioalimentaire de la Côte-Nord a été présenté le 30 novembre à l'Assemblée générale annuelle. Un éleveur bovin de Bergeronne, Martial Ovington, assure la présidence de cette table. Le Sétilien Tony Wright, qui représente le Conseil de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture, poursuit son implication comme vice-président. Deux autres personnes de cette île, Sandra Blais et Russell Tremblay, agissent comme secrétaire et trésorier.
Le plan d'action pour lutter contre la pauvreté dévoilé dimanche par le premier ministre Philippe Couillard est critiqué sur la Côte-Nord. La table des groupes populaires questionne la création de 2 catégories de pauvres et les critères pour déterminer les personnes ayant des contraintes à l'emploi. Le directeur de Transit Sept-Îles, Doris Nadeau, demande au gouvernement de considérer le coût de la vie plus élevé dans la région. En région, on devrait moduler l'aide selon les régions, selon le coût de la vie. Québec prévoit dépenser 3 milliards de dollars pour sortir 100 000 citoyens de la pauvreté. Le plan d'action accorde un revenu minimum garanti aux personnes qui ont des contraintes à l'emploi. L'organisme SNAP Québec invite le gouvernement à être prudent avec son plan Nord. L'industrie a un impact néfaste sur le caribou, selon de nouvelles données scientifiques. Des chercheurs de l'Université Laval ont observé moins de caribous dans les zones allant jusqu'à 21 km d'un site minier, d'un site d'exploration ou d'un chemin forestier. Les chercheurs ont découvert une perte d'habitat pouvant atteindre 20% en hiver certaines années pour les troupeaux de caribous de la rivière aux Feuilles et celui de la rivière Georges également. Les 2 populations sont classées espèces en péril. Le porte-parole de la Société pour la nature et les parcs, SNAP Québec, croit qu'il est primordial que le gouvernement du Québec assure les conditions de survie pour les troupeaux de caribous migrateurs avant d'aller de l'avant avec de nouveaux projets dans le nord du Québec. Jean Caron a été nommé président du nouveau centre d'action bénévole Le Virage de Sept-Îles. L'ancien maire Serge Lévesque agit comme vice-président. Le conseil d'administration s'est réuni mardi soir pour la première fois depuis l'assemblée de fondation. Les administrateurs ont surtout discuté des attentes exprimées par la population et le milieu communautaire. Tout reste à faire pour les administrateurs bénévoles qui se réuniront une autre fois avant Noël. Le nouveau centre souhaite prendre la relève pour la mobilisation des bénévoles et pour dispenser certains services abandonnés par l'ancien CAB, aujourd'hui toujours en vie, mais il a perdu la confiance du CI3S Côte-Nord. Tiens, regarde-moi ce beau magazine, Tommy, le 12e numéro de la revue Littoral, 180 pages. 180 pages, ça vient de paraître, juste à temps pour Noël. Un lancement a eu lieu vendredi au Cégep de Sept-Îles. Le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, le GRÉNOC du Cégep, publie la revue. Ce 12e numéro regroupe des textes de collaborateurs vedettes comme le journaliste de TVA Michel Jean, les actrices Natacha Canapé-Fontaine, Sylvie Drapeau, le cinéaste Arthur Lamotte, l'auteur et docteur Jean Désy qui fait la une et la dramaturge native de cette île, Emmanuel Roy. La revue Littoral propose aussi un portrait du poète de Havre-Saint-Pierre, Roland Jonf, pour souligner les 100 ans de sa naissance. Le gouvernement du Canada active 2 nouvelles mesures de protection des baleines noires et des belugas du Saint-Laurent. Le ministère des Pêches et des Océans protège surtout l'habitat essentiel des 2 espèces. D'autres mesures touchant l'industrie de la pêche de la Côte-Nord seront annoncées au début de 2018, selon une nouvelle étude dévoilée mardi par l'Agence américaine d'observation océanique. Il ne reste plus qu'une centaine de femelles en âge d'avoir des baleineaux. L'étude conclut qu'il y a urgence d'agir avant l'extinction. Les collisions avec les navires et l'empêtrement dans des engins de pêche sont les principales causes du taux de mortalité élevé des baleines noires depuis 2010. Et puis le Fonds humanitaire des métallos verse des dons à quelques organismes de la Côte-Nord, dont le Centre d'action bénévole de Port-Cartier et Transit Sept-Îles. Ce fonds constitué, à partir de cotisations à la source des travailleurs affiliés aux métallos, a accordé cette année plus de 37 000 $ en dons à travers le Québec. Pour le directeur québécois des métallos, l'ex-sétilien Alain Croteau, il est important que la solidarité qui unit les travailleurs s'étendent aux gens qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Alain Croteau croit que la pauvreté touche aussi beaucoup de travailleurs au Québec. C'est pourquoi les métallos demandent au gouvernement de hausser le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Courte pause et on s'entretient avec Pascal Bernatchez de la chaire de recherche de l'UQAR à propos de l'érosion des berges. Attitude. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles.
Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pur FM 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Jean, l'an passé, pendant le temps des fêtes, l'érosion des berges a connu beaucoup de publicité dans la région. On a eu beaucoup de problèmes en rapport à ça. Et on revient là-dessus. Oui, même si l'événement est survenu le 30 décembre 2016, je pense que c'est l'événement de l'année 2017 de parler d'érosion des berges à Sept-Îles, Port-Cartier et sur la Côte-Nord. On va en parler avec un spécialiste, là, Pascal Bernatchez, qui est avec nous. Il est titulaire de la chaire de recherche en géosciences côtières à l'Université du Québec à Rimouski, un vrai spécialiste. La chaire de recherche là, qui a une aide supplémentaire de Québec pour des études, notamment à Sept-Îles. Monsieur Bernatchez, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Bernatchez, votre organisation et d'autres là autour de l'Université du Québec à Rimouski, l'érosion des berges, on étudie ça quand même depuis quelques années dans le Saint-Laurent, hein? Oui, quand même depuis quand même plusieurs années. Entre autres sur la Côte-Nord, quand même quasiment depuis une vingtaine d'années maintenant là. Bon, moi je suis originaire de la Côte-Nord, donc j'avais fait ma thèse de doctorat là justement dans la région de Manicouagan sur la question de l'érosion côtière. Donc ça fait longtemps que c'est un phénomène qui me préoccupe. Oui, vous venez du coin de Bécomo, quoi. Vous avez observé surtout l'érosion à Chute-aux-Outardes dans ce coin-là? Ben oui, Pointe-le-Bel, Pointe-le-Bel, Ragno également, oui, exactement, oui. Monsieur Bernatchez, vous savez, hein, comme moi, même si ça arrive sud, vous l'avez vu. Je sais pas où vous étiez dans le temps des fêtes l'année passée, mais nous autres, on y a goûté, là. Il y a un an, le 30 décembre, on y a goûté pas mal. Puis on y goûte plus souvent qu'à notre tour depuis quelques années. Pour vous, là, c'est un phénomène là qui va se continuer, qu'on associe au changement climatique, puis qui va s'accentuer quand on parle d'érosion des berges. C'est inévitable là, pour l'avenir. Ben, en fait, c'est ça. En fait, le phénomène qu'on a connu le 30 décembre là, 2016 là, est directement en lien avec la présence ou non du couvert de glace. Lorsqu'on regarde la fréquence des tempêtes de manière historique, on n'observe pas nécessairement sous nos latitudes une augmentation des tempêtes. Sauf que la grosse différence depuis la fin des années 90, c'est vraiment la réduction là, du couvert de glace. Justement, l'an passé, juste avant le 30 décembre, on avait connu une période de redoux et qui avait fait en sorte justement que déjà la glace qui s'était installée était partie. Et puis est arrivée cette tempête-là là, qui a fait en sorte qu'il y avait plus ce couvert-là qui protégeait la côte et c'est ce qui a entraîné justement dans la région de cette île là, les dommages là, qu'on a connus. Là. Fait que c'est sûr que dans le contexte des changements climatiques, on s'attend pour le futur une présence moins importante de ce couvert de glace-là qui protège de manière naturelle là, les côtes là, du Québec. Fait que le type d'événement qu'on a connu le 30 décembre, c'est ce genre d'événement-là qui devrait se produire là, de manière plus fréquente là, en raison du réchauffement des températures. Faut quand même se rappeler aussi que c'est une série de facteurs. Là. Faut que les vents soient du bon bord ou du mauvais bord, comme on dit. Puis il y a une question de pression atmosphérique. Bon, il y a une autre grande marée là, début janvier. Je suis pas sûr que les glaces sont mieux arrangées que l'an dernier dans le Saint-Laurent, mais faut que tous ces facteurs-là arrivent en même temps. Là. C'est vraiment une conjoncture. Les gros événements qui ont eu des dommages dans le passé, parce que c'est pas la première fois, là, mais c'est pas quelque chose qui est récent. Il y a toujours eu des tempêtes, mais c'est vraiment le phénomène de la conjoncture. Comme vous me l'avez mentionné, une forte basse pression associée à des vents en direction de la côte, une période de marée haute. C'est ça, tous les mois, on a des marées qui sont plus hautes et donc ces conjonctures-là entre la marée, la basse pression, les vents qui s'ouvrent vers la côte vont faire en sorte que
ça va avoir un impact ou non sur le littoral. Le nouveau financement dont on parlait cette semaine, là, qui vous vient du ministère de la Sécurité publique, je pense, pour 3 ans, là, qu'est-ce qu'on va faire? Là? On parle de travaux, un des 7 endroits qu'on va vraiment étudier sur le terrain, là, c'est cette île, hein? Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que au Québec, on a, de manière historique, comme solution contre l'érosion, là, on a adopté généralement deux types de solutions, l'enrochement et les murets. Et en 85% des cas, c'est ces 2 solutions-là qui sont utilisées. Mais il y a d'autres solutions qui existent, comme justement remettre des sédiments sur la plage pour créer finalement une espèce de profil d'équilibre qui va faire en sorte que les vagues vont vraiment être dissipées sur la plage et ça va réduire l'érosion côtière. Donc, c'est une solution qui est utilisée largement aux États-Unis depuis les années 20 et également en Europe depuis les années 50, mais qui était un peu moins utilisée au Québec jusqu'à maintenant. Sauf que, il y a quand même eu au moins 7 à 8 secteurs où cette solution-là avait été préconisée dans le passé. Mais il n'y a jamais eu vraiment d'analyse rétrospective pour voir est-ce que ça a fonctionné, puis si oui, quels ont été les facteurs là en cause qui ont permis justement de réduire l'érosion côtière. Et si ça n'a pas fonctionné, de voir, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est ça, dans le fond, cette île a été, je dirais, une des municipalités pionnières à ce sujet-là, parce qu'en 2000, il y avait eu une recherche qui avait été faite là sur les plages, sur la plage Monaham, mais également dans le secteur aussi de Val-Marguerite. Puis, dans le cas de la plage Monaham, on mesurait déjà à l'époque des reculs d'1 mètre par année. Mm-hmm. Et puis, à la suite de cette recharge-là, on a constaté que finalement que le recul a complètement arrêté là, vis-à-vis où ce que la recharge avait été faite. Fait que là, l'objectif vraiment du projet, c'est d'analyser les différentes recharges de plage de sédiments qui ont été faits dans le passé, bien identifier, comprendre comment ça fonctionnait, dans l'objectif de rédiger un guide à l'intention des entreprises privées, des organismes régionaux également, des différents ministères, pour, permettre d'identifier où sont les secteurs où la recharge en sédiments serait une solution optimale, appropriée, et également là d'identifier quels sont les facteurs de réussite là qui vont faire en sorte que cette solution-là va vraiment être optimale pour réduire le recul là, du littoral. Oui. À cette île, on a quand même les 3 types de solutions. On a toute la rue Arnaud, là, c'est quand même des murets qui sont là depuis des années, puis ça n'a pas de l'air à trop bouger. L'enrochement puis les murets, le problème, c'est qu'on déplace un peu le phénomène. C'est un peu ça, là. C'est la rue Arnaud, on a choisi de protéger Arnaud, puis à côté, ça peut brasser un peu plus, hein? Oui, mais c'est un peu ça qu'on voit avec... En fait, les enrochements, faut mentionner que sur les côtes, par exemple, où on a des falaises, où on a des glissements de terrain, c'est probablement la meilleure solution à mettre en place. Mais dans les endroits sablonneux, bas, ces enrochements-là, ces murets-là, vont réfléchir l'énergie des vagues et ça va entraîner une érosion de la plage. Et en érodant la plage, finalement, lorsqu'il arrive une tempête subséquente, là, les vagues vont frapper de manière plus vigoureuse là, la côte. Puis en bordure également de ces enrochements-là, il va y avoir finalement une accélération de l'érosion. Fait qu'on va déplacer donc le problème à côté. Donc, c'est un peu ça, dans le fond, l'idée, c'est de voir, OK, dans quel type de milieu où on pourrait utiliser la recharge en sédiments qui pourrait être une méthode alternative justement aux enrochements qui peuvent avoir un effet à augmenter l'érosion des plages et des secteurs en bordure de ces structures-là. Est-ce que la chaire de recherche dans laquelle vous travaillez, M. Bernatchez, se concentre uniquement sur les phénomènes naturels ou vous regardez aussi là sur l'aspect humain de la chose, si on doit déplacer des maisons, si on doit interdire certains citoyens de s'installer ou de résider dans certains endroits? C'est ce qui a été dur en 2017, c'est de dire à des gens, vous devez déménager dans une zone à risque. Oui, mais en fait, il y a plusieurs aspects. Justement, la question des risques côtiers, là, ça fait appel à différents aspects, des aspects, justement, comme vous mentionnez, des aspects sociaux, des aspects également écologiques. Et donc, il faut vraiment s'entourer d'une équipe, là. On est vraiment une équipe, disons, multidisciplinaire, là, qui travaille sur ces thématiques-là. Pour aussi essayer d'améliorer également toute la question de l'aménagement du territoire. Parce qu'il y a un endroit où on peut vraiment intervenir à réduire finalement la vulnérabilité, c'est d'en arriver à développer nos territoires côtiers de manière
de manière à tenir compte justement de la question des risques côtiers. Et donc, il faut vraiment regarder ça de manière là, globale. C'est un peu ça. On a en parallèle un projet qui est Résilience côtière là, qui a commencé en janvier passé. On a fait des ateliers justement dans la région de Sept-Îles, mais dans toutes les MRC de l'Est du Québec, pour vraiment voir avec les gens du milieu quels sont les outils dont ils ont besoin pour mieux s'adapter là aux questions des risques côtiers. Fait que là, notre équipe, on travaille également là à essayer de trouver des outils concrets qui vont vraiment être adaptés à l'échelle des municipalités pour faire en sorte qu'on s'adapte davantage là à la question là des risques côtiers, des changements climatiques. Ouais, très intéressant, M. Bernatchez, de voir où est-ce qu'on est rendu dans tout ça, là, la réflexion, puis l'information scientifique sur l'érosion des berges. J'ai aucun doute que vous êtes des spécialistes. Là, j'ai été voir sur le site internet de la chaire de recherche géosciences côtières. Puis Pascal Bernatchez, le petit gars de la Côte-Nord, c'est un docteur là en érosion des berges. Il connaît un peu son affaire. J'imagine qu'on regarde aussi dans tout ça, M. Bernatchez, en terminant, qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde? Il n'y a pas juste dans le Saint-Laurent qu'on a de l'érosion des berges. On est rendu à peu près dans les mêmes étapes, dans les mêmes réflexions partout, quoi? Ah, c'est une réflexion qui est à l'échelle mondiale. Une des conséquences justement des changements climatiques, c'est la question de la montée du niveau de la mer. Et donc c'est une problématique mondiale. Donc on travaille avec des collègues aussi en Europe notamment. Puis c'est ça, c'est des questions. En fait, les communautés côtières là devront en fait justement s'adapter à ces changements-là environnementaux là qu'on va connaître également dans les prochaines décennies. Là. Même les Américains, là, ils n'ont pas de solution techno, ça coûterait trop cher, hein? Ben en fait, il reste toujours le coût. Tu sais, les solutions techniques, c'est des coûts qu'on doit investir. Donc, il y a toujours l'aspect économique également à regarder. Là, si on vous donne plusieurs milliards, vous allez en trouver des solutions. Là. Ben exactement. Monsieur Pascal Bernatchez de la chaire de recherche de l'UQAR sur la géoscience côtière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci. On s'arrête quelques instants et tout de suite après, on s'entretient avec Marcia Lovington et Marc Normand de la table bioalimentaire Côte-Nord. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Chez Super C, on pense que vous avez le droit de payer moins cher pour de la bonne viande de qualité et aussi que vous avez le droit d'exiger des fruits et légumes frais qui restent croquants longtemps. C'est pour ça qu'on garantit la fraîcheur de nos produits. Et si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse au complet plus 10%. En plus, jusqu'au 20 décembre chez Super C, le bœuf haché mi-maigre format économique est au prix exceptionnel de 2,49$ la livre. Profitez-en. Super C, beau, bon, vraiment pas cher. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Envie d'une soirée mémorable avec vos proches? Téléchargez l'application Silence on joue et surprenez vos invités avec 11 jeux inspirés de l'émission. Pour plus d'informations, visitez le radio-canada.ca/Silence on joue. Le Centre laser esthétique Annie Bélanger vient d'acquérir un nouveau laser de haute technologie unique dans la région. Vous pourrez désormais profiter de plusieurs traitements. L'épilation moins douloureuse, la fonte de gras, le resserrement de la peau, les ridules, œuvrant dans l'esthétique depuis plus de 20 ans et toujours à la fine pointe de la technologie, Annie et Cathy sont la référence dans le domaine. Profitez du temps des fêtes pour vous gâter ceux que vous aimez. Faites confiance au Centre laser esthétique Annie Bélanger, l'endroit où le résultat est une priorité. 962-6707. Chez Olivier Chrysler, on sait ce qui vous ferait plaisir pour Noël. C'est pourquoi on vous offre l'événement, le cadeau parfait pour les fêtes. Passez nous voir en décembre et obtenez un boni de Noël à l'achat de 1 000 $. Aucun paiement avant 90 jours. Des rabais allant jusqu'à 6 250 $ sur la plupart des modèles 2017, sans oublier 0% d'intérêt pour 84 mois sur le Ram 2017, en plus d'un rabais jusqu'à 5 000 $. Rendez-vous chez Olivier Chrysler pour les détails et faites-vous le plus beau des cadeaux. 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Jean, on se transpose de l'érosion des berges à nos bedons et à la production de la culture agroalimentaire dans la région. Oui, le bilan 2017 du travail de la table bioalimentaire de la Côte-Nord a été fait en Assemblée générale annuelle en Haute-Côte-Nord le 30 novembre. C'est une industrie, Tommy, qui fait jaser beaucoup depuis quelques années. C'est peut-être de la faute de nos invités, qui sait. Martial Ovington demeure président du conseil d'administration
d'administration de la table bioalimentaire de la Côte-Nord. Il est avec nous par téléphone. C'est un agriculteur de la Haute-Côte-Nord. Et en studio, on a avec nous Marc Normand, qui est le coordonnateur de cette table bio. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Monsieur Ovington, pour expliquer là, un petit portrait, le bioalimentaire, en Haute-Côte-Nord, vous avez les deux pieds dans les trois secteurs du bioalimentaire. Hein? C'est les pêches commerciales, les petits fruits et de l'agriculture. Oui, justement, nous autres, on a les trois. On a petits fruits, on a les bovins, on a des céréales. On est vraiment dans l'agriculture. Des affaires qu'on n'a pas, ça, à cette île. Il y en a déjà eu, mais il n'y en a pas. Ouais, c'est vrai qu'il y en a déjà eu. J'ai vu des photos un jour, puis tout le monde était découragé de voir qu'il y avait de l'avoine qui était mûrie à cette île. Monsieur Ovington, je ne sais pas si on a des chiffres ou Marc, là, quand même, l'importance du bioalimentaire de la Côte-Nord, si on inclut là, tout ce qui se pêche de crabe, des neiges, de homards, puis tout ça, c'est plusieurs millions de dollars, là, votre industrie, quand même. Oui, ben, en fait, ça représente aux environs de 6 000 emplois là, sur la Côte-Nord, fait que ça inclut la restauration, les pêches, la transformation, l'agriculture, donc ça touche quand même à plusieurs types d'entreprises. Avant la création de la table bio, il me semble qu'on entendait moins parler souvent là de notre bioalimentaire Côte-Nord. Il y a des régions qui sont plus associées à l'agriculture, d'autres régions directement dans les pêches, mais ça, à Côte-Nord, on n'avait pas tendance à penser à vous autres avant que la table soit créée. C'est quand même une belle organisation. On est rendu à 177 membres. On fait des belles activités aussi, je trouve, entre autres les Nord-goûteurs qui se sont ajoutés il y a pas trop longtemps. Ça marche bien. Les marché public, il s'en ajoute aussi d'année en année, ça marche bien. C'est tout ça votre travail? Oui, ben en fait, on essaie d'aider les entreprises du bioalimentaire à travailler ensemble. Par exemple, justement, de retrouver nos produits régionaux dans les restaurants, des choses comme ça. Fait que aider aussi accompagner les entreprises au niveau de la mise en marché de leurs produits, puis faire connaître la Côte-Nord à plein de niveaux, là, justement, au niveau de nos produits. Souvent, on les connaît encore un peu mal, mais il y a plein de choses. Là, je parlais à quelqu'un ce matin de cœur, de quenouille. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire puis qu'on connaît peu. Monsieur Ovington, votre rôle en tant que président, c'est quoi? C'est du réseautage, c'est de réussir à réunir les gens et peut-être même des fois les convaincre de joindre les rangs de la table bioalimentaire. Est-ce que les gens en bioalimentaire sur la Côte-Nord sont portés peut-être à travailler un petit peu plus en silo fermé? Ça se faisait plus à environ 10 ans, 20 ans, là. Mais maintenant, c'est de moins en moins en silo fermé. Moi, je suis président de l'UPA aussi, puis on a réussi à faire un bon travail en tant que producteur agricole. Quand on parle de producteur agricole, on parle de toutes les productions, là, et aussi de faire, comment je dirais ça, de travailler avec les gens plutôt pour dire, il faut faire une deuxième transformation, il faut diversifier le produit qu'on a chez nous, parce qu'ils viennent chercher un produit de base, ils se servent de ce produit-là en plus pour dire, hey, on a un bon produit qui vient de la Côte-Nord, parce qu'on a une région qui est froide, il y a moins on met moins de pesticides, on met moins d'insecticides à cause du froid. Puis ils se servent de ça pour venir chercher notre produit de base, puis le vendre à un meilleur prix. Alors pourquoi que nous autres, on ferait pas une deuxième, troisième transformation? Oui. C'est une industrie qui a ses problèmes aussi, là, ses revendications devant le gouvernement. À l'interne, M. Ovington, ça se passe bien, présider ça, là? Moi, je pensais que des farmers puis des pêcheurs, ça se parlait pas, ça avait pas les mêmes intérêts dans la vie, là. Non, c'est le contraire. Les gens sont vraiment, sont fiers de travailler ensemble. Pour ça, même moi, quand j'ai rentré là, il y a quelques années, j'étais pas certain de mon coup. Puis, regardez, je suis rendu président, puis je suis extrêmement fier de parler avec les gens, autant des pêches que des agriculteurs qui sont sur la terre ferme, comme on dit, là. Ouais, c'est ça. Avant ça, on travaillait un peu, justement, l'UPA d'un bord, les regroupements de pêcheurs de l'autre bord. La table est venue créer des liens, finalement, entre des gens qui sont dans le même domaine, en bout de ligne, là. Oui, puis même que sur la Côte-Nord, on était même plus loin que ça, parce qu'on a regroupé le MAPAC avec les pêches, que ça se fait dans une autre région, puis c'est tout. À part de ça, les autres, c'est complètement différent. Le MAPAC d'un côté, les pêches de l'autre. Ouais. Alors, nous autres, on a regroupé ça. Fait qu'on a tout de suite là, on a fait un pas d'avant là pour travailler tout le monde ensemble dans le même
objectif. Moi, je trouve en tout cas qu'on le fait assez bien. Là, un beau calendrier d'activités, le forum bioalimentaire, les marchés publics, les Nord-Goûteurs qui se promènent. C'est pas un territoire facile non plus, la Côte-Nord. Là, d'un bout à l'autre, c'est vaste. Il y a pas le transport, c'est jamais facile. Alors, on le fait quand même assez bien. Là, est-ce qu'il y a d'autres idées géniales qui s'en viennent dans les prochaines années, Marc, comme ça? Ah oui, c'est certain qu'on va avoir on a bien des projets, puis on a hâte de travailler tout ça. C'est sûr que un des enjeux qu'on a, puis que ça fait longtemps qu'on travaille, puis on espère que ça va aboutir prochainement, c'est d'avoir une stratégie commune pour promouvoir la Côte-Nord puis les produits. Un nom d'appel, là, vraiment un logo ou un punch là sur les produits du terroir nord-côtier. Exactement. Donc parce que ça c'est peut-être un de vos objectifs là présentement, c'est comme M. Ovington disait tout à l'heure, il y a une belle collaboration entre les producteurs, mais là c'est vraiment de faire découvrir les produits. Les gens ont pas encore cette habitude-là de consommer nord-côtier. Ben oui, puis autant sur la Côte-Nord, mais tu sais à quelque part quand on va ailleurs, puis que tu sais, on découvre des produits, quand on est ailleurs aussi, on n'entend pas beaucoup parler de la Côte-Nord, mais ça, on espère que ça va changer, puis que dans le fond, la promotion va être autant dans la région qu'à l'extérieur. Ben là, c'est Montréal en lumière là, qui va mettre la Côte-Nord et la nourriture nord-côtière en vedette durant son festival. Ça va vous donner un coup de pouce, ça. Oui, ben exactement. C'est un début. Ouais. Monsieur Ovington, quand je regarde vos priorités pour l'avenir à la table bioalimentaire, là, il y a beaucoup de choses qui sont sur le plan économique. On pense entre autres la compétitivité des entreprises, le développement des produits à valeur ajoutée, la mise en marché, ces choses-là. Mais il y a aussi protéger nos écosystèmes naturels. On est donc entre économie et écologie quand on pense à l'avenir dans une table bio, puis ça se fait bien. On chicane pas comme quand on parle d'un projet minier à cette île, là. Non, au contraire, parce qu'on a des zones protégées, puis les gens, ils sont fiers de protéger. En agriculture, souvent, les agriculteurs prennent les devants aussi. Ils s'attendent pas de se faire taper sur les doigts puis de dire, regarde, là, il y a des règlements, il faut les suivre, il faut faire ça. C'est qu'on est justement en train de regarder là, les bords des rivières, moi j'appelle ça comme ça, là. Les bords des rives, des rivières, des ruisseaux, fait que on est déjà commencé à rencontrer les gens qui sont pas en environnement, mais des agronomes qui nous placent les barèmes, comme on dit, les bornes, puis dire, regarde, ça, on serait mieux de protéger ça de telle manière, puis ça fait qu'on peut faire une meilleure culture et aussi en protégeant nos écosystèmes, parce que souvent les bleuetières sont tout près des zones humides, on essaie de les protéger. Il y en a d'autres qui sont près des routes, d'autres qui sont près du fleuve, puis il faut tout protéger ça aussi, là. Eh bien, Monsieur Ovington, Monsieur Normand, on va vous souhaiter de continuer votre bon travail à la table bioalimentaire. Le président Martial Ovington poursuit le travail. Il est en haut de Côte-Nord, mais il est bien entouré. Son vice-président, c'est un gars de cette île. Il y a toute une équipe de cette île autour de lui, là, dont Marc Normand, Sandra Blais. C'est pas facile d'être représentatif sur un vaste territoire non plus, hein, Monsieur Ovington? Et ça, vous seriez surpris comment ça fait, là. Quand j'arrive à Québec, j'ai des réunions à Québec, puis quand j'arrive pour parler pour eux autres, là, on croirait qu'on est à 200 ou 100 kilomètres en rond, là. Ah oui? Quand je leur dis là qu'on a 1500 kilomètres de côte, 2500 kilomètres de côte, puis que on a des agriculteurs qui sont à Fermont, et ils restent bouche bée, ils savent pas quoi dire, ils disent ouais, mais il peut pas se faire d'agriculture aussi bas sur la Côte-Nord. Puis quand je leur dis c'est le contraire, c'est là qu'il y a le plus de développement, c'est nous autres sur la Côte-Nord. Même nous, on reste surpris des fois de voir l'entièreté du territoire et de ce qui se fait sur ce beau territoire. Martial Ovington et Marc Normand de la table bioalimentaire Côte-Nord, merci à vous deux. C'est moi qui vous remercie, puis je souhaite une bonne année et joyeux Noël à tous les producteurs et les restaurateurs. Merci beaucoup. À vous également. Courte pause et on s'entretient avec Monica Chiasson, VP du syndicat de l'enseignement de la Commission scolaire du Fer, sur le nouveau cours d'éducation à la sexualité. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Sanimanic Côte-Nord a plusieurs postes à combler pour ses activités journalières à cette île, tels qu'opérateur de camion vacuum, chauffeur de camion citerne et aide-opérateur. Vous devez avoir un permis de conduire valide selon la classe recherchée. Envoyez votre CV par courriel à info.si@sanimaniccôtenord.com ou apportez-le en personne au 1707 Boulevard L'Art. Connaissez-vous Renard Bleu? C'est la première boutique de produits en vrac sur la Côte-Nord. On y retrouve tous les essentiels pour la cuisine, comme des farines, sucres, céréales, des
thé, du café, des noix, des fruits séchés, des bonbons. Ils ont aussi plein de produits spécialisés et des produits écologiques faits au Québec. Amenez vos contenants et faites le plein de produits d'une grande fraîcheur à très bon prix. Le Renard Bleu, c'est au 4 boulevard des Îles à Port-Cartier. 581-285-5846 ou suivez-les sur Facebook. À noter qu'ils sont ouverts les dimanches 17 et 24 décembre. Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, emmenez vos activités des fêtes, on s'occupe du reste. Économisez 70$ sur un ensemble de skis de fond sans fartage pour hommes ou femmes Techno-Pro, 199,99. Obtenez 40% de rabais sur les manteaux en duvet pour femmes Lolé et Maury, laissés à 249,99. Et gardez vos mains bien au chaud avec les mitaines en cuir pour femmes Eau-Claire Marilyn à 24,99. Un rabais de 55%. Allez-y, sortez jouer dehors. Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville vous souhaite de joyeuses fêtes. Chez Le Beau Vitre d'Auto du 298 L'Or, c'est Noël pour vrai. Oui, les taxes sont incluses sur nos démarreurs à distance avec l'installation. De belles économies pour vous garder bien au chaud et la paix d'esprit. Puisque Le Beau Vitre d'Auto est à votre service depuis plus de 30 ans à cette île. Encore du nouveau, tous nos produits sont garantis à vie. Détail en magasin, de la qualité, du service et une garantie honorée dans plus de 80 succursales. Avec les taxes payées sur nos démarreurs installés, ne cherchez plus. Aussi disponible, balai à neige, essuie-glace, peau de mouton et plus. Seulement Le Beau Vitre d'Auto du 298 Boulevard L'Or vous offre tout ça. Attitude. En tout cas, on peut pas dire qu'on n'est pas varié dans notre émission aujourd'hui. Érosion des berges, table bioalimentaire et éducation sexuelle. Puis c'est le ministre qui s'en vient. Et le ministre qui s'en vient par la suite. Ce matin, la presse canadienne annonçait que à partir de l'an prochain, du début de la prochaine année scolaire, les cours en éducation sexuelle sera obligatoire pour tous les élèves de la première année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. On s'entend là, c'est un gros programme qu'on veut instaurer. Il y aura beaucoup de choses à regarder et on a en studio pour nous en parler du côté syndical Monica Chiasson qui est vice-présidente du côté du syndicat ici à la commission scolaire du syndicat de l'enseignement de la commission scolaire du Fer. Bonjour. Bonjour. La première chose qui m'est venue en tête lorsque j'ai entendu ça, un cours obligatoire comme ça. Donc ça va prendre des ressources pour l'enseigner. Est-ce que du côté du syndicat, on veut que ça soit des nouvelles ressources qui soient ajoutées, des professionnels, par exemple des sexologues, ou faudra prendre des professeurs de mathématiques et de français là, qui donneront des cours d'éducation sexuelle? Ben la question est excellente parce que dans le fond, c'est pas un cours d'éducation à la sexualité qui va être obligatoire. C'est un programme, donc un contenu qui va être obligatoire à partir de la première année jusqu'à la 5e année du secondaire, mais ça va être intégré aux matières scolaires qui sont déjà là présentement. Donc ça devient pas un cours. Okay. On l'insère soit en français, en mathématiques ou au primaire, c'est quand même assez facile parce que souvent ça va être le titulaire de la classe qui va offrir ces heures-là. C'est le même professeur qui suit les enfants à part pour certains cours, la musique, l'éducation physique et tout ça. Mais au secondaire, ça sera... Puis souvent au secondaire, c'est là qu'on commence à toucher à des affaires qui sont un petit peu plus touchées pour prendre le mot anglais. Oui, puis le nombre d'heures, là, c'est de 5 heures à 15 heures par année, là, obligatoire. Puis plus on monte là en scolarité, plus le nombre d'heures augmente. Fait que c'est sûr que si on prend, par exemple, en secondaire 3, j'ai 15 heures d'éducation sexualité à donner, mais qui va le donner, ce 15 heures-là? Est-ce que c'est le prof de maths? Est-ce que c'est le prof de français? Est-ce que c'est le prof de CR? Qui va le donner? Et jusqu'à maintenant, ce fameux programme-là, est-ce qu'il est constitué? Est-ce que les gens savent l'année prochaine, là, en début d'année, au mois d'août, là, de quoi je vais parler? Qu'est-ce que je vais devoir enseigner à mes élèves? Ben, je vous dirais que là, la nouvelle en tant que telle ce matin, là, c'est une bonne nouvelle. Parce que nous, là, du côté syndical, ça fait longtemps qu'on dit, ben, on devrait revenir au cours d'éducation sexualité parce qu'on se souvient que, à l'époque, il y a quelques années, on le donnait dans le cadre du cours formation professionnelle sociale. Mais c'était vraiment un vrai cours, là, d'éducation sexualité avec un spécialiste qui le donnait. Là, ben, on l'a enlevé pour X raison. Là, on le remet. On avait demandé ça. Mais là, c'est juste que là, on étire la grille matière, là. Donc, un peu moins d'heures de français, un peu moins d'heures de maths, il va y avoir des heures de moins en quelque part, là. On n'a pas le choix parce que la semaine d'école, elle reste la même. L'année scolaire reste le même, là. On n'ajoute pas d'heures. C'est ça, on n'enlèvera pas des journées pédagogiques pour faire de l'éducation sexuelle. Oui, c'est ça.
Quand on dit que c'est une bonne nouvelle, c'est parce que quoi, sur le terrain, on constate qu'on est rendu là, quoi, dans la société québécoise, c'est plus le rôle des parents, l'école doit s'impliquer à ce niveau-là. Ben c'est sûr que c'est le rôle des parents à première, c'est certain. On n'enlève pas le rôle des parents, mais je pense que c'est important que chaque enfant au Québec ait des notions de base puis ait un minimum, là, parce que le contenu du programme, ça peut aller autant là de l'estime de soi à aller aux agressions sexuelles. Donc le programme, il est très 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 varié et il est accessible pour les parents qui nous écoutent, là, qui sont curieux ou insécures. Si on va sur le site du ministère de l'Éducation, on a accès à un programme, les grandes lignes, là, les grands thèmes. Mais nous, ce qu'on déplore, par exemple, c'est une bonne nouvelle, mais ce qu'on déplore, c'est que c'est improvisé, puis nous, les enseignants, les premiers concernés, on n'est pas consultés. Ouais, c'est ça. Ben, je m'en venais là. Le temps passe très rapidement du côté des enseignants. Vous avez pas nécessairement, de ce que je peux comprendre, vous avez pas été consulté pour ça. Et un professeur qui se dirait, moi, là, ça fait des années, j'enseigne en 3e année du primaire. Je suis pas du tout à l'aise à enseigner ou à intégrer ces notions-là dans mes cours. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, c'est pour ça que ça va prendre des ressources. Ça va prendre des ressources matérielles, ça va prendre des ressources humaines, des ressources financières. Parce que là, dans le fond, le ministère, ce qu'ils font, c'est qu'ils pèlent ça dans le cours de l'école. Okay. Bon, les écoles où ce que financièrement ça va bien, puis qu'on a des ressources, ben c'est facile de faire venir une infirmière scolaire, puis lui faire donner des heures sur la puberté, etc. On a de la misère à avoir des orthopédagogues. Exactement. Donc, il y a des écoles qui pourront pas se permettre de faire ça. Donc, ça va reposer encore là sur le bureau de l'enseignant. C'est lui qui va devoir à l'aise ou pas à l'aise. Mais c'est certain qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres de parler de ces sujets-là. C'est pour ça que si c'était préparé, moins improvisé, on aurait eu le temps de parler de ces choses-là. Est-ce qu'il y a des ultimatums qui ont été lancés là, pour avoir vraiment des réponses à vos questions à court terme pour que vous soyez prêts en septembre prochain? Ben nous, ce qu'on avait demandé, là, c'est qu'il y a eu des écoles pilotes dans les 2 dernières années. Puis le bilan de ça était mitigé. Donc, il y a des écoles, ça allait bien, des écoles, ça allait moins bien. Donc, on avait demandé au comité consultatif là, de vraiment faire les représentations qui devaient avoir lieu. Et ce comité-là, à jour, là, n'a jamais été rencontré là, depuis le bilan des écoles pilotes. Ouais, c'est ça. Donc, il y aura une partie d'improvisation, du moins pour l'instauration de ces cours-là. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais j'ai l'impression qu'on aura l'occasion de se reparler quand le programme sera peut-être un peu plus constitué, qu'on saura un peu mieux là comment se dessinera ce nouveau programme d'éducation sexuelle pour les écoles. On le rappelle, là, de la première année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Le programme va être assez varié et diversifié pour toutes les tranches d'âge. Madame Monica Chiasson, vice-présidente du syndicat de l'enseignement ici dans la région là, pour la commission scolaire du Fer. Merci beaucoup. Merci à vous. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Votre BMR Viamat est à la recherche d'une directrice ou directeur pour sa succursale de Port-Cartier pour le début janvier. Cette personne doit avoir une solide expérience en gestion de commerce de détail, car BMR est à organiser sa structure pour 2018 afin de mieux répondre aux clients. Cette personne devra donc avoir une très bonne expérience en gestion des ressources humaines. Pour postuler, communiquez avec Marc Poliquin au 88 409 5016 ou par courriel à marc.poliquin@coachingcotenord.com. Lors du tirage du Crédit Voyage d'une valeur de 3 000 $ qui s'est déroulé ce jeudi 14 décembre au Club Voyage Côte-Nord des Galeries Montagnaises, toute l'équipe de France Pelletier, en collaboration avec le Club Voyage Côte-Nord, sont fiers de vous annoncer que la gagnante du Crédit Voyage d'une valeur de 3 000 $ est... Mélanie Boucher de Port-Cartier. Madame pourra s'envoler vers la destination de son choix. Félicitations! Les spéciaux du temps des fêtes sont de retour au Marché Napoléon. Votre commerce local vous offre des prix intéressants sur les viandes à 6 pailles de porc, bœuf, poulet ou de veau. Faites simplement préparer la quantité et la variété de votre choix pour un repas à votre goût. Aussi, le prix le plus bas de l'année est en vigueur sur le bœuf haché maigre ainsi que sur le porc haché. Détails sur Facebook. Vous avez besoin d'un produit en particulier? Ne cherchez pas ailleurs. Ils sauront vous servir. Qualité, conseil, prix compétitif, service. Marché Napoléon, la boucherie de référence dans la région. 185 Napoléon, 88 962 85 55.
Attention, attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention, attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 Laure à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, y a point S. Motoneigiste, êtes-vous prêt pour l'hiver? Ne laissez pas l'hiver vous surprendre. Atelier Laforge vous offre les plus récents modèles et accessoires Skidoo pour vous faire passer un hiver inoubliable. Épargnez jusqu'à 2000 $ plus aucun acompte et aucun paiement pendant 12 mois sur nos modèles 2017 sélectionnés en visitant Atelier Laforge durant la promotion Célébration d'hiver Skidoo jusqu'au 5 janvier 2018. Passez dès aujourd'hui. Skidoo, la suite, c'est maintenant. Certaines restrictions s'appliquent. L'offre peut varier selon la solvabilité. Contactez votre concessionnaire pour plus de détails. Hey, ils cherchent des chansonniers au blanc pour les nouvelles soirées open close. Des chansonniers? Capable de faire ça, moi? Capable de faire ça. T'es comme dans Marc-André suit son régime ou... T'as un peu, là. Et je criais, allez, pour qu'elle revienne. Ah, on dirait que t'as quand même essayé de... T'es presque sa note dans ton pour qu'elle. Les vendredis dès 23h, c'est les soirées Open Close au Blanc Bistrot. Un chansonnier différent chaque semaine, des shooters à 2 piastres, de la bière à 5 piastres. Ah ouais, parle là, toi, le petit party. Blanc Bistrot, 14 Perdivet, blancbistrot.ca. Pourquoi moi? Il y en a pas dans la famille. Puis comment je vais leur dire ça? Tu te souviens le test que j'ai passé? Ben, c'est le cancer. Mais non, pas comme ça. Apprendre qu'on a un cancer, c'est un coup dur. Pour nous, comme pour nos proches. La Société canadienne du cancer s'engage à répondre à vos questions sur le cancer, à vous offrir un soutien affectif, matériel et financier. Communiquez avec un de nos spécialistes. 1-888-939-3333 ou www.cancer.ca. Société canadienne du cancer. Chaque trousseau de clés perdues a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retourne plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci à la personne qui a trouvé les clés de mon camion et qui a téléphoné au numéro inscrit sur ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Aujourd'hui, je les ai reçus par messagerie. L'idée est fantastique et le service hyper rapide. Les plaques porte-clés de l'association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Chaque année, le Père Noël reçoit plus d'1 million de lettres des enfants du Canada et de partout dans le monde. Il lit chaque lettre qu'il reçoit et chaque personne qui lui écrit reçoit une réponse. Comment fait-il? C'est magique. On ne le sait pas vraiment. Mais si le Père Noël a trouvé le moyen de faire voler ses rennes, c'est qu'il a plus d'un tour dans son sac. Alors, envoyez vos lettres à cette adresse. Père Noël, Pôle Nord, Canada, HOH, OHO. Et n'oubliez pas d'indiquer l'adresse de retour pour qu'il réponde. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Alors, on termine ce tour d'horizon de la semaine avec un invité de marque, le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan. Oui, Tommy, on a changé notre horaire d'émission Côte-Nord Attitude ce midi parce que le ministre, lui aussi, a changé son horaire aujourd'hui. Monsieur Pierre Arcan, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Ça vole pas vers la Côte-Nord aujourd'hui, c'est désolant, ça? Non, c'est pas facile. Semble-t-il que les plafonds sont un peu bas, puis les vents, puis la poudrerie, puis tout ça fait qu'ils ont un peu de difficulté à nous faire atterrir, malheureusement. C'est Dame Nature qui voulait vous envoyer un message sur la réalité hivernale de la Côte-Nord, peut-être. Pourtant, je la connais pas mal, je vais vous dire. Monsieur Arcan, il y a plusieurs dossiers politiques qu'on aimerait aborder avec vous. Là, on a quelques minutes. Entre autres, la députée de Duplessis a fait son bilan de la dernière session parlementaire en début de semaine. Vous allez me dire, c'est sa job de chialer. C'est une députée de l'opposition avec le Parti québécois. Mais elle critique sévèrement, entre autres, la Société du Plan Nord, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire aussi, qui manque de transparence. Pour vous, finalement, c'est des critiques. Il donne des coups d'épée dans l'eau, le PQ, ces jours-ci? Ben, je pense qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est occupé de la Côte-Nord comme on l'a fait au cours des dernières années. Entre autres, avec l'achat, justement, des terrains de la Pointe-Noire, avec les efforts qu'on a fait. Vous savez, la Société ferroviaire et portuaire de la Pointe-Noire, là, ça va créer beaucoup d'emplois. On parle d'environ 150 emplois pour la Société ferroviaire et portuaire. Puis déjà, au mois de janvier, on aura l'occasion de revenir sur ce dossier-là.
Et je peux simplement vous dire que c'est en place et avec les terrains qu'on a achetés, non seulement on favorise l'accès au port de cette île, mais en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on crée un gigantesque, on est capable maintenant de créer un gigantesque parc industriel pour l'avenir. Alors, je pense que ça, ce sont des éléments importants que l'on se doit de faire valoir. Pour le reste, écoutez, j'ai pas à vous faire une liste exhaustive, mais tout le monde a vu qu'au lac Bloom, ça a repris. Tout le monde voit également les investissements considérables que Tata Steel a fait dans la région, entre autres, à Shefferville. Il y a également des efforts qui sont faits au niveau investissement public. J'ai également, il y a eu une annonce qui a été faite sur le Québec numérique et le Québec branché. Alors, vous allez avoir une amélioration de la réception Internet pour beaucoup de résidences de la Côte-Nord. Et ça, de Sacré-Cœur jusqu'à Natashquan, là, on va améliorer de façon considérable la façon dont l'Internet est véhiculé dans ces coins-là. C'est vrai que la reprise, on la sent à cette île, puis que les gestes ou les subventions que vous avez annoncées, là, entre autres l'Internet haute vitesse, c'est des gestes appréciés, ça. Mais ce qu'elle critique, entre autres, la députée concernant la Société du Plan Nord, que vous connaissez bien, c'était votre ministère il n'y a pas si longtemps que ça, M. Arcan, c'est qu'ils n'ont pas de décision, l'antenne régionale à cette île. Les décisions se prennent à Québec. Est-ce que c'est le genre de structure que vous vouliez ou c'est les individus qui ont été nommés là qui font que ça marche de même? Non, d'abord, la Société du Plan Nord, c'est une antenne régionale et c'est sûr que, évidemment, comme dans n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle façon de faire, c'est sûr qu'ils ont une certaine autonomie, mais l'autonomie ne peut pas être complète non plus. Alors, les gens qui sont là, évidemment, font part de leurs décisions et on prend ça en équipe. C'est un peu comme moi, comme ministre responsable de la Côte-Nord. Je peux pas tout seul, je suis obligé quand même de passer au Conseil des ministres, je suis obligé de discuter. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours un équilibre entre une autonomie régionale et une certaine forme de centralisation. Sinon, n'importe qui ferait n'importe quoi dans n'importe quelle région sans consulter personne. Alors, il faut bien se rendre compte que il y a quand même une hiérarchie à faire. Mais une chose est certaine, c'est que la façon dont la Société du Plan Nord a été créée, 40% des emplois sont des emplois dans les différentes régions du Québec. Donc, il y a quand même une bonne partie des employés qui se retrouvent à l'échelle régionale et c'est ce qu'on essaie d'avoir comme vision. Et je vous ferai remarquer aussi en terminant que le PDG de la Société du Plan Nord, M. Sauvé, a reçu un prix d'excellence en administration publique. Il ne doit pas être si mauvais que ça à ce moment-ci. Oui. On dit tout le temps, là, entre autres, Ferro-Québec, l'échec de Ferro-Québec, c'est un peu la lourdeur administrative au gouvernement. Même Mine-Arnaud, parfois, on laisse entendre là, que ça a été lourd et lent, puis que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas parti quand le timing était bon, comme on dit. On nous donne le dossier là du bleuet, là, qu'on pensait, en tout cas, de la façon que ça nous est présenté, c'est comme une technicalité, qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes avantages que les industries forestières pour le projet de transformation du bleuet dans le coin de Port-Cartier. C'est pas le genre de dossier qu'on pourrait régler facilement, normalement, M. Arcan? Vous savez, il y a des dossiers qui, d'abord, si vous prenez le cas de Mine-Arnaud, c'est carrément actuellement ce qui retarde un peu les procédures, c'est toujours le marché qui est toujours un peu difficile et un peu la complexité. Vous avez des gens qui ont le financement, mais qui veulent pas être l'opérateur, puis vous avez des opérateurs qui sont pas nécessairement des gens qui ont le financement. Alors, il s'agit de travailler avec ces différents groupes pour essayer de trouver, d'une part, la meilleure solution et avoir également l'espoir que le marché reprenne un peu. On n'a pas besoin que le marché revienne à ce qu'il était avant. On a juste besoin de sentir une certaine vigueur de ce côté-là. Dans le cas de Ferro Atlantica, je peux vous dire que c'était une décision de l'entreprise et en plus, on avait travaillé pour qu'il n'y ait pas de BAP dans le cas de Ferro Atlantica. Donc, on venait de sauver un an et demi d'analyse du BAP et à la dernière minute, l'entreprise, encore une fois, a décidé que, elle concentrait ses efforts aux États-Unis. Ce sont des choses qui arrivent et on peut pas toujours réussir tout ce qu'on entreprend, mais on fait le maximum et on essaie
d'être vraiment près de la réalité. Maintenant, l'autre dossier dont vous m'avez parlé sur la question des bleuets, je sais qu'il y a encore des discussions à ce niveau-là et on a espoir qu'à un moment donné, on trouve la meilleure solution. C'est une année électorale 2018 qui s'en vient, Monsieur Arcan. La route 138 en Basse-Côte-Nord, là, est-ce qu'on va encore nous la promettre sans que ça bouge finalement, ou si ça avance, là? Je sais que vous regardez ce dossier-là, puis que c'est pas nécessairement toujours politique, les blocages là-dedans, là. Mais bon, la route 138, ça fait tellement d'années qu'on en parle, Monsieur Arcan, à Côte-Nord, là. Oui. On va-tu la finir un jour? Oui, ben écoutez, d'abord, premièrement, je vais vous le dire d'abord que nous allons avoir d'une part une entente qui va se faire, une entente, je dirais peut-être pas d'historique, mais une entente importante dans laquelle éventuellement on va s'entendre avec Terre-Neuve. Et pour s'entendre avec Terre-Neuve, parmi les choses que l'on discute actuellement avec eux, implique une facilité au niveau de la mobilité. Alors, Terre-Neuve a besoin de faire des travaux, d'une part, pour faciliter, si on veut, leur mobilité. Et nous, évidemment, pour faciliter cette mobilité-là, on a besoin éventuellement de finir la route 138. Maintenant, je vous rappelle qu'au mois d'août, c'est pas moi qui l'ai annoncé, je me suis bien gardé de l'annoncer moi-même. Je l'ai fait avec le premier ministre qui était avec moi. Et on a annoncé 2 tronçons importants à partir de la Romaine, là, qui allait être fait au cours des 2 prochaines années. Alors, vous risquez fort de vous retrouver avec une pépine, là, qui va commencer les travaux, ce qui avait retardé un peu les travaux qu'on voulait faire sur la 138, c'était le dossier qu'on appelait Pacatan, qui est maintenant un dossier qui est derrière nous. Et donc, on peut vraiment aller de l'avant. On a tous les plans, les ingénieurs et tout. Alors, on va être prêt à commencer le plus rapidement possible. Monsieur Arcan, le temps tire à sa fin, mais je voudrais pas passer à côté des annonces que vous deviez venir faire sur la Côte-Nord aujourd'hui. Vous êtes retenu dû aux conditions météo que l'avion n'a pas pu décoller, mais je voudrais quand même parler, premièrement, vous deviez être du côté de Pointe-le-Bel concernant l'érosion. Vous deviez faire l'annonce là également du côté de Bécomo pour l'église Sainte-Amélie. Oui, c'est ça. Ben, il y avait d'abord, premièrement, un projet d'un ingénieur qui vient de Pointe-le-Bel, un projet, on va donner plus de 250 000 $, entre autres, pour faire en sorte qu'on puisse trouver, c'est une solution c'est un projet expérimental qui vise à limiter le problème d'érosion des berges, là, avec une technique particulière qui ne sera pas de l'enrochement. Alors, en ce sens-là, je pense que c'est bien important. C'est M. Laurie Gauthier, qui est l'architecte à la retraite. Et donc, on a décidé de l'aider financièrement à hauteur de plus de 250 000 $ pour soutenir ce projet-là. Alors ça, c'était une des annonces que je voulais faire. L'église Sainte-Amélie à Bécomo est classée patrimoniale. Je devais également annoncer une aide pour l'aréna de Ouachat, entre autres, là, qui est au niveau de la réfrigération. L'aréna Mario Volant, là. Pourquoi y a la municipalité de Sacré-Cœur et l'aréna Mario Volant qui reçoivent des subventions pour l'aide là au remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération? Pourquoi ces deux arénas-là ont été choisis? Ben parce qu'il y a des programmes qui sont faits, puis ils ont présenté leurs demandes. Ah, d'accord. Et là, bon, ben à partir du moment où les demandes sont présentées, évidemment, il y a ça. Puis je peux peut-être vous donner même, peut-être pas une primeur, mais... Ah, allez-y. Vous dire, en tout cas, qu'on s'en vient avec quelque chose qui touche les travailleurs de Havre-Saint-Pierre. Je pense que, entre autres, vous savez que la mine qui est là-bas est liée à Rio Fer et Titane. Et donc, on essaie de travailler, nous, parce que l'usine qui existe à Sorel-Tracy est en lien avec l'usine à Havre-Saint-Pierre, et c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé. Et j'espère, en tout cas, avoir une conclusion heureuse pour créer, à tout le moins, une stabilité d'emploi dans la région de Havre-Saint-Pierre. On garde votre numéro de téléphone en favori. D'accord. Si vous avez encore une petite minute, Monsieur Arcan, là, le ministre nous appelle pas tous les jours, on va déborder un peu. J'aimerais ça parler avec vous de santé, là, parce que c'est là où on entend le plus de critiques envers le gouvernement du Québec. Sur la Côte-Nord, les syndicats nous disent encore là qu'on aurait dû avoir 2 centres intégrés de santé. Vous êtes maintenant rendu au Conseil du Trésor, Monsieur Arcan, là, vous avez peut-être plus accès au fric, là. Est-ce qu'on va acheminer plus d'argent pour la santé dans une région comme la nôtre? Même au niveau de la gestion du CIS, c'est rendu compliqué pour eux autres de sortir d'un déficit, là. Oui, mais je vais vous donner 2 chiffres, OK?
Je vais vous donner, savez-vous quel était le budget total du gouvernement du Québec en 2000-2001? On n'est pas très bon en chiffres, nous. Alors, je vais vous le donner. C'était 40 milliards de dollars. OK? La santé, c'est le tiers, c'est ça? Alors là, savez-vous quel va être le budget de la santé en 2019? 7 milliards. 40 milliards. Oh, OK. Alors, autrement dit, les budgets de la santé ont atteint ce qui était le budget total du gouvernement en 2000-2001. C'est simplement pour vous dire que la santé maintenant, parce que maintenant nos budgets ont évidemment monté, mais c'est maintenant le budget total du Québec au niveau des dépenses d'opération, c'est entre 75 et 80 milliards. Ça veut dire que la santé, c'est plus de 50% maintenant des budgets. Alors, les besoins sont énormes. On fait des efforts au niveau des infrastructures. On a la question du CIUS. Il y avait un problème d'hémodialyse à Bécomo, on l'a réglé. Il y avait un problème de salle d'urgence à Sept-Îles, on l'a réglé. On a fait des efforts considérables pour diminuer également, pour donner des aides au niveau des CHSLD. Est-ce que tout est parfait? Bien sûr que non. Mais moi, je peux simplement vous dire sur ces dossiers-là qu'on a fait beaucoup d'avancées. Et vous le savez, la santé, il y a tellement de besoins. On a une population qui vieillit. Il faut travailler à donner les services. Mais ça devient vraiment, chaque année, la santé, malgré tous les efforts qui sont faits, c'est pas un endroit où il y a des coupures, c'est un endroit où chaque année, les augmentations de dépenses sont de 3-4% très facilement. Et nous, le rôle de nos gestionnaires en santé, c'est d'aller vis-à-vis des priorités qui sont là, mais à chaque année, ça augmente de façon importante. Il nous reste juste à vous souhaiter joyeux Noël, Monsieur le ministre. J'espère que vous prenez un petit congé dans le temps des fêtes. On se revoit au début de 2018. Certainement. Puis, vous savez, je termine en disant qu'il y avait au-delà de 8% de chômage sur la Côte-Nord. On a baissé ça à 5,9%. Selon les dernières statistiques. Alors, j'en profite également pour souhaiter joyeuses fêtes à vous et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, Monsieur Arcan. Merci. Alors, une émission bien remplie. On aura défoncé un peu l'heure normale. Regarde, Je m'appelle pas tous les jours, moi, le ministre Pierre Arcan. Exactement. Il faut bien qu'on en profite. On en profite. Donc, on vous souhaite une belle fin de journée et un bon week-end, parce que demain, c'est congé pour nous. Mais on revient avec une dernière semaine de Côte-Nord Attitude la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.